parole si vous avez des questions. Donc, je me présente, Francis Gotter, donc je suis consultant chez Cleveredge, donc principalement spécialisé dans tout ce qui est architecture d'entreprise, dans le monde de la data et dans le secteur bancaire. Le sujet du jour, donc, c'est de transformer les alertes en décisions traçables. Donc, en fait, on va vous présenter un nouveau standard d'investigation pour le domaine bancaire et de l'assurance. Au sommaire, donc, nous commencerons par présenter les tendances du marché. Donc là, Yanis de KPMG prendra la parole. Ensuite, donc, à mon tour, je vous présenterai comment unifier donc l'infiniment distribué. Donc, on parlera de virtualisation de données, de modèles sémantiques, et on commencera à introduire la notion d'IA. Ensuite, nous présenterons donc la notion d'investigation augmentée, la manière dont nous l'avons conçue, la façon dont nous l'avons implémentée. Et ensuite, nous ferons donc justement une démonstration live et vous pourrez, en fin de session, nous faire part de vos questions. Voilà. Donc, autour de ce sujet, donc, il y a donc 4 partenaires qui sont là aujourd'hui avec nous. Donc, je vais vous présenter donc les intervenants de KPMG. Donc, nous aurons donc Bertrand Aubry et Yanis Elkeshai. Donc, KPMG, dans le partenariat, donc ils sont ici pour conseiller et accompagner donc, cette solution innovante auprès des clients. Côté Cleveredge, donc en fait, il y a donc Patrice Mancet et moi-même sur la partie donc plutôt expertise data IA pour résoudre des problèmes concrets, donc avec ce focus toujours d'investigation augmentée dans le monde de la conformité bancaire. Et enfin, nous avons 2 partenaires technologiques qui sont avec nous aujourd'hui, donc Bonitassoft et Denodo, qui eux donc fournissent justement ces solutions innovantes qui permettent à la fois d'accéder à la donnée et d'automatiser justement tous ces traitements de manière fiable et efficace. Donc, l'ensemble de cette combinaison vous sera présenté dans une solution au terme d'une démonstration. On vous expliquera donc toute la partie architecture de la solution et comment elle fonctionne. Dans un premier temps, donc, comme je le disais, donc, nous allons voir ensemble les tendances du marché et je laisse la parole à Yanis. Bonjour à tous. Donc oui, je suis très content. Merci à Cleveredge pour l'organisation de cet événement. Donc moi, je suis donc directeur de nos équipes risque et compliance chez KPMG sur le secteur financial services et j'accompagne les établissements bancaires essentiellement dans leur transformation autour des sujets de AML, Transaction Monitoring. Donc on va introduire avec un point de départ assez simple, c'est qu'aujourd'hui on arrive vraiment à une phase assez charnière dans le secteur bancaire et plus particulièrement pour la conformité, puisque il y a 2 facteurs qui viennent quelque part bouleverser l'organisation, la gouvernance et les pratiques actuelles. Premièrement, on va avoir la réglementation. Donc, on a une grosse poussée réglementaire, notamment avec ce qu'on appelle l'AML Package, donc un certain nombre de textes, règlements, directives, la création d'une nouvelle autorité européenne, l'AML Authority, qui va venir renforcer les règles et les exigences auprès des acteurs bancaires et financiers. Et d'un autre côté, on va voir la technologie, donc avec l'avènement de l'IA, où on voit clairement qu'il y a d'un côté une opportunité, mais aussi des risques à prendre en compte. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, en tout cas chez KPMG auprès de nos clients, c'est qu'il y a encore pas mal de challenges à adresser. Toujours un nombre d'alertes faux positifs qui reste très important. Des amendes et des régulateurs qui n'hésitent pas à sanctionner et à infliger des amendes pour des manquements liés à la conformité. Et cela est dû essentiellement à plusieurs facteurs, dont le fait qu'on est toujours sur des systèmes legacy qui sont complètement fragmentés. On a des solutions qui sont obsolètes, parfois à différents endroits, différentes entités, différents métiers.
et cela n'aide pas à avoir une vue centrale et justement pouvoir adresser une donnée de qualité et harmonisée. Et enfin, toujours une approche qui reste très réactive, c'est-à-dire post-génération d'alerte, mais aussi face à des événements conjoncturels, à des événements économiques, politiques, etc., qu'on voit, et c'est la tendance en ce moment. Donc les banques ne restent pas en retrait, au contraire, aujourd'hui ce qu'on observe, c'est qu'elles investissent massivement autour de ces sujets-là. Le train de l'IA est en train d'être pris et les programmes au sein des établissements financiers se structurent autour de 4 chantiers. Un chantier autour de la donnée, de la détection, de l'investigation et de l'industrialisation, de la plateformisation. Voilà donc les 4 grands chantiers et on va vous présenter là un benchmark donc, de nos observations en France, mais aussi à l'étranger autour de ces sujets-là. Et peut-être que je te passe la parole, Bertrand, pour cette partie. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Bertrand Aubry, je suis associé au sein de KPMG, en charge des sujets data et IA pour le secteur financier. Donc, j'accompagne nos clients sur toute leur transformation de data et en particulier sur la transformation des fonctions de conformité et de sécurité financière. Donc, la première grande tendance forte qui se dessine dans le cadre de la transformation de ces activités, c'est clairement l'accélération de la transformation des sites de sécurité financière vers des architectures plus ouvertes avec la data au cœur. Donc, on observe de plus en plus de construction de data hub qui rassemblent les données de KYC, les données de KYB, les données transactionnelles et les résultats de toutes les activités de monitoring. Ce qui permet de pouvoir adresser des grands volumes de données, de pouvoir construire des visions data 360, à la fois les données très granulaires à transaction, les alertes, les résultats de ces alertes et tout leur traitement, et ce qui permet d'avoir une très grande agilité pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux de la sécurité financière et du transaction monitoring, pouvoir continuer à collecter de plus en plus de transactions, des nouvelles transactions, grâce à une architecture qui s'affranchit complètement du modèle de données très rigide des applications traditionnelles de transaction monitoring. Donc, on assiste à la création d'un socle data foundation, dans une architecture plus large, dite data centricity, qui permet le découplage entre la collecte, la gestion de la donnée et ce qu'on appelle les moteurs, en fait, qui permettent la détection. Donc, on arrive au point numéro 2, autour de la détection, avec un vrai palier de maturité qui a été franchi en termes d'adoption de l'IA. Ce qu'on perçoit, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que l'IA n'est pas uniquement quelque chose qui est expérimenté, qui est un peu en POC et qu'on fait un petit peu tourner de temps en temps. Maintenant, il y a des modèles IA qui sont vraiment en production, qui apportent vraiment de l'efficacité dans justement l'optimisation des taux de transformation des alertes. Et donc, on a de plus en plus de dispositifs qu'on peut considérer complètement hybrides, avec à la fois des scénarios toujours un peu traditionnels pour capter ce qu'il faut capter et assurer le minimum, mais aussi des scénarios en type machine learning pour aller rechercher des schémas assez connus, en fait, sur des bases de modèles qui ont appris sur des schémas connus, et puis des nouveaux modèles qui vont plutôt chercher de la typicité sur de l'IA plutôt non supervisée, des couches de deep learning, qui visent à aller identifier des nouveaux schémas en travaillant sur la typicité des opérations et du comportement des clients. Voilà, donc c'est des dispositifs-là qu'on voit de plus en plus et qui apportent un vrai plus en termes de capacité à réduire le nombre de faux positifs et à aller détecter des nouveaux schémas. À l'inverse, cette efficacité, elle nécessite aussi un devoir encore plus important en termes de documentation de ces modèles, de tests de ces modèles, de façon à pouvoir justifier l'exploitation et l'utilisation de ces modèles auprès des autorités et d'avoir un très bon niveau d'explicabilité pour pouvoir justifier encore une fois à chaque fois ce qui va sortir de ces modèles. Voilà pour les 2 premiers points, je peux pas te la... Oui, sur la partie, si on continue, sur la partie investigation, donc on a un état de l'art aujourd'hui où les banques restent quand même, et les établissements financiers, les assurances aussi, restent très structurés autour
de 2 niveaux d'investigation, de 2 niveaux de traitement. Souvent, le premier niveau est un niveau de traitement d'alerte technique, de traitement d'alerte, ce qu'on appelle plus souvent false positive. Et ce niveau est souvent en nearshore, offshoré, dans des centres de services partagés, et c'est un peu la tendance globale. Un deuxième niveau ensuite, sur un niveau d'investigation un peu plus poussé, qui est souvent centralisé et conduit par des experts conformité sécurité financière. La tendance qu'on observe, c'est que l'IA va venir se mettre sur ce premier niveau de traitement d'alerte positif pour justement essayer de réduire les coûts, réduire la volumétrie d'alerte et surtout améliorer le taux de conversion. Ce qu'on observe, c'est un taux de conversion qui reste extrêmement faible. On parle de 3% d'alerte AML convertie en déclaration de soupçon, ce qui est quelque chose, ce qui est un taux relativement bas. Et c'est une moyenne, ça peut être encore plus bas dans certains établissements et sur certaines activités spécialisées. Donc au-delà de la détection pour améliorer justement la conversion et les modèles, comme l'a précisé Bertrand, ici, sur cette partie investigation, on va améliorer également l'efficacité opérationnelle avec la création d'assistants IA. Donc, c'est des analystes augmentés par l'IA pour pouvoir accélérer, aller encore plus loin. Et je pense que c'est clairement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette présentation avec les solutions développées par Clever Edge notamment. Ensuite, il y a un autre sujet extrêmement stratégique et stratégique qui va au-delà des frontières de la conformité, c'est le sujet de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est souvent face à un environnement où on a des outils qui sont fragmentés, on a des organisations en silo, on a des bases de données également en silo. Donc la question ici, c'est comment unifier tout ça, comment avoir une vision globale. Et ça, aujourd'hui, on constate que ce n'est pas encore le cas, notamment dans les grands groupes bancaires, les établissements financiers de taille conséquente. On est encore sur des systèmes qui restent en silo. Donc là-dessus, la tendance, c'est aussi des réflexions autour de la plateformisation pour mutualiser les coûts, mutualiser tous les services annexes dans la contractualisation, les process de procurement, etc. Mais aussi, sur la donnée, avoir une vision consolidée, unifiée de la donnée. Donc, et l'objectif, c'est toujours de gagner en efficacité et améliorer la pertinence des modèles de conformité. Mais écoute, Yanis, je pense qu'on va voir un petit peu ensemble comment lever tous ces verrous, justement. Donc, justement, l'un des premiers verrous que l'on trouve souvent au sein des différents projets, c'est le verrou de la data. Donc, en fait, le problème de la donnée ne doit pas empêcher, justement, les projets IA. Pour y arriver, justement, ce que nous proposons dans la solution, c'est d'utiliser justement la virtualisation de données. Pourquoi la virtualisation de données? Tout simplement parce qu'en fait, elle va permettre de rendre agnostique l'utilisation des sources de données versus la consommation des données. Donc, elle va aussi permettre de moderniser justement l'accès à la donnée en mettant en place un modèle logique sémantique, donc virtualisé. Donc, vous le verrez ici dans les 4 piliers justement de la virtualisation de données. Le premier, donc, la virtualisation permettra d'accéder justement en temps réel aux sources. Donc, en fait, d'utiliser la donnée la plus fraîche pour l'analyse. Deuxième pilier, donc en fait, on disait donc l'accès direct aux sources, c'est un principe fondamental, justement, qui permet justement via une couche logique intermédiaire qui fédère et interprète l'ensemble des requêtes. Donc en fait, on accède à un seul point d'accès qui permet ensuite, lui, donc cette couche de données de virtualisation, permet d'accéder à l'ensemble des data sources de manière agnostique pour le système. Troisième point, on disait donc l'abstraction des systèmes, justement.
Donc, le modèle logique sémantique que l'on va déployer sera le seul modèle visible par les utilisateurs. L'ensemble des pipelines et des outillages de connexion aux data sources sera invisible. Donc, on est vraiment sur une couche sémantique logique qui est agnostique. Et l'avantage de la virtualisation, tout simplement, ben, on ne duplique pas la donnée. Donc, pas de problème de gouvernance. Et en fait, pas de problème de coût non plus. Donc, en fait, la virtualisation de données, c'est la première couche que l'on va déployer au sein de la solution, qui va rendre agnostique l'utilisation des data sources et qui permettra justement d'exposer une seule vue, un seul modèle au sein de l'entreprise et donc des consommateurs. On parlait de Logical Data Fabric. Ce modèle sémantique, il va permettre, comme on disait, d'intégrer dès la conception des couches de gouvernance adaptées aux réglementations en vigueur. Donc, on va parler de Data Act, IA Act et de RGPD. Donc, en fait, tout simplement, à la volée, je serai en capacité, si besoin, d'anonymiser de la data selon différents algorithmes. Je réduis donc considérablement mon time to data pour les projets analytiques, parce que j'amène de l'agilité. Ça me permet d'avoir une vision 360 degrés sur l'ensemble des data sources que je veux utiliser pour offrir justement cette vision 360 degrés sur la notion de produit, la notion de client. Et dès lors où j'expose ce modèle sémantique logique unique aux utilisateurs, ça me permet de démocratiser justement l'accès à la data. C'est-à-dire que les utilisateurs de l'entreprise peuvent tout simplement utiliser ce modèle pour interroger l'ensemble des data sources selon l'ensemble de la gouvernance et la conformité qui est appliquée, bien sûr, et tout en restant agile. Donc, voici un petit peu l'architecture de ce qu'on va vous présenter juste après. Donc, on retrouve ici ce modèle sémantique logique qui utilise tout simplement la virtualisation de données. En dessous, ce modèle logique, on va retrouver les différentes couches et différentes data sources que l'on veut utiliser dans le cadre de notre démonstration. Donc, ici, nous avons simulé différents systèmes. Nous avons un core banking, nous avons des flux de filtrage, nous avons aussi des transactions, de la détection AML qui sont remontées ici au sein du modèle sémantique. Donc, on y a conçu un modèle logique qui va être utilisé par les différents consommateurs. En l'occurrence, dans notre solution, on va parler de l'ensemble des processus pilotés par Benitasoft. Et donc, en fait, on va retrouver, en termes de contenu plus fonctionnel, on va retrouver donc les tiers, les comptes, des événements, des alertes, qu'elles soient de type filtering, screening, AML. On va retrouver des notions de flux domestiques internationaux et des tiers liés. On a donc créé un jeu de données assez complet sur la partie bancaire pour y mettre justement dessus, pour y coller dessus donc des alertes qui vont être détectées, qui vont lancer donc des process d'analyse, d'investigation augmentée derrière et qui vont produire justement tout un ensemble de reporting, de documents et de traces dont on parlait juste avant, qui sont aujourd'hui des prérequis pour notamment répondre aux réglementations. Donc, la prérequis de mise en œuvre de l'investigation augmentée, en fait, il faut donc posséder un socle de vérité. Donc, le socle de vérité, vous l'avez vu, donc on le construit tout simplement avec ce modèle sémantique unique basé sur la couche de data virtualisation. On vient y documenter toujours dans ce modèle sémantique donc la définition de chacune des données. Donc, en fait, on vient donner du sens métier, on va indiquer la profondeur de la data, son mode de calcul, son périmètre, le périmètre qu'elle contient. On vient également, donc dans le modèle sémantique, créer donc ces fameuses vues d'investigation qui seront utilisées par Benitasoft pour la partie processing. On vient également donc ajouter donc des traces en termes de sécurité et de traçabilité sur l'ensemble des étapes qui sont processées. Et enfin, on est en capacité de gouverner l'ensemble des prompts. En fait,
Chaque étape va donc exécuter un prompt que l'on va rédiger. Ce prompt sera transformé en langage SQL. Cette requête SQL sera exécutée sur l'ensemble des data sources. L'ensemble des données collectées seront donc récupérées. Donc on va tracer tous ces éléments, le prompt, la requête et les données. Je vais laisser la main donc à Patrice qui va vous faire une démonstration d'un Clever Assistant. Voilà. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, on vous a donné la théorie. L'idée de cette présentation, c'était de vous montrer réellement ce qu'on est capable de faire du coup avec les outils qu'on a à notre disposition. Donc moi, je vais rentrer un petit peu dans la pratique. Alors avant ça, je vais vous montrer exactement ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui. Donc, ce qu'on a monté, donc pour vous illustrer la partie virtualisation de données dont vient de parler Francis, c'est du coup un établissement avec plusieurs sources de données diverses. Donc, on va avoir deux banques différentes qui vont fournir chacune leurs données. On va avoir des référentiels de supervision, de surveillance ou de références associées aux clients de ces banques-là, donc qui sont dans des bases de données séparées. Hein. Donc là, on va vraiment agréger une dizaine de sources de données, de bases de données, de documents différents, de nature différente. Donc on a des bases Postgre, on a des fichiers Excel, on a aussi des documents PDF qui viendraient du parquet et qui passent par un serveur du coup Minio qui sont potentiellement dans le cloud, et on a aussi des serveurs de streaming qui vont remonter des alertes, en l'occurrence la Kafka. Donc, on va passer par une couche qui va unifier ces données-là, donc qui va permettre d'avoir un seul point d'entrée pour un assistant que je vais vous démontrer aussi, qui est juste au-dessus et qui va passer par un serveur MCP. Donc, la couche de virtualisation de données, on va utiliser un outil qui s'appelle Denodo, de virtualisation de données, et qui permet de s'affranchir réellement de l'accès à la donnée et aussi des initiatives potentiellement importantes qu'il peut y avoir dans certaines entreprises de data lake ou de data platform. Donc, soit on va être capable de se connecter directement sur la data platform, soit on peut venir complémenter cette donnée qu'il y a dans la data platform par de la donnée qui est présente dans d'autres sources directement. On va être autonome réellement pour monter son projet indépendamment des projets annexes qu'il peut y avoir dans l'ensemble de la structure. Donc une fois que la donnée est disponible, on va la fournir à un assistant, et cet assistant, il va être monté de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va avoir un assistant qui va avoir des sous-agents spécialisés. Donc on va avoir un orchestrateur en première couche, et cet orchestrateur, il va donc comprendre ce qu'on lui demande, et en fonction de la demande, il va aller accéder à des sous-agents, des spécialités qui vont lui permettre d'avoir des capacités particulières. Le premier sous-agent, qui est très important, c'est l'agent de compréhension sémantique, puisque c'est lui qui va mettre en sens en fait la donnée qui va venir de sources diverses. Donc, on parle là de sources Unix qui est Denodo, mais on peut très bien se dire que la donnée viendra de sources diverses. Et donc, l'idée, c'est de rajouter une dimension métier sur cette connaissance data pour pouvoir ensuite fournir à l'ensemble des agents et des sous-agents une capacité d'analyse qui soit juste. Voilà. Donc ensuite, une fois que l'orchestrateur il a une compréhension sémantique importante de toute la donnée qui est à sa disposition, il va pouvoir lancer plusieurs agents de production, des agents d'analyse qui vont lui permettre de faire un certain nombre d'analyses de KPI, de prospective, de scénarios what if ou ce genre de choses-là. Et des agents de production qui vont lui permettre de produire du contenu, donc soit des rapports, des graphiques, des tableaux, peu importe, n'importe quel type de contenu qui vont être pertinents ensuite pour rendre la réponse à celui qui a posé la question finale. Voilà. Donc nous, on voit ça un petit peu comme on fait le parallèle avec les architectures médaillons en data. En fait, c'est une architecture médaillon agentique au final. C'est-à-dire qu'en fait, on a de la donnée brute qui est fournie aujourd'hui par Denodo.
Et puis une fois que cette donnée est fournie, on la met en sens, donc par des nodos, mais ça pourrait très bien être, si vous avez un data catalogue par exemple, un data galaxy à côté des nodos, on peut venir aller chercher directement la donnée dans ce data catalogue, et on va venir la consolider via cette agence sémantique dont je vous ai parlé juste avant, qui est un peu la couche silver, en fait, la couche qui va mettre du sens sur la donnée brute qui est donnée par les différents connecteurs de l'agent. Et ensuite, une fois que cette donnée a du sens, ben on va pouvoir l'enrichir, faire des analyses, rajouter voilà, de la pertinence et du sens pour la demande de l'opérateur, pour ensuite faire le rendu. Voilà un petit peu comment on voit les choses. Et ben maintenant, il est temps de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, je vais vous présenter tout d'abord Denodo. Donc typiquement, ici, on est dans le design studio de Denodo. Ça, c'est normal, il va falloir se reconnecter. Tac. Voilà, donc on se connecte à Denodo et on va venir voir ici ce dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire une source de données diverses. Donc là, on voit les sources de données. Et dans ces sources de données, on a bien les deux banques, donc la banque A, la banque B. Chacune de ces banques, du coup, est connectée avec un connecteur technique. Donc c'est assez facile à connecter. Ici, on voit dans la configuration que c'est une base Postgre, donc on va lui donner les éléments pour se connecter sur la base de données. Et à partir du moment où on a ces éléments, on va être capable de récupérer l'ensemble des informations. Donc là, on le voit. Hop, dans la banque B, on a les comptes, les clients et ainsi de suite. Donc, il faut bien se rendre compte que ça, c'est de la donnée virtualisée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée qui est copiée dans Denodo. C'est uniquement les accès qui sont là. Et c'est à la question de l'agent qu'on va aller chercher la donnée directement dans la source de données qui est la base Postgre de la banque en question. Donc, on va vraiment avoir une partie temps réel et une partie non-réplication qui est très différente des data platforms assez classiques. Donc, une fois que voilà, donc là, on a bien toutes les sources de données. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir créer des vues business qui sont des vues qui sont consolidées. Donc, typiquement, là, si je prends les comptes, hop, en les ouvrant, on va pouvoir aller voir comment est construit un compte de manière virtuelle. Et du coup, hop, voilà, on va voir que ce compte, en fait, c'est une union de deux comptes, le compte de la banque A et le compte de la banque B. Et donc, on va avoir une vue, en fait, unique. On va avoir une espèce de compte virtuel qui va agréger l'ensemble des informations des deux comptes des deux banques, en fait, qui va permettre à l'agent d'accéder à la donnée de manière unique, sans avoir des langages différents. Là, on avait vu qu'une banque, c'était modélisé dans notre jeu de données par des fichiers Excel, une autre par une base Postgre. Ça peut être des systèmes très techniques très différents, mais l'agent, lui, va être complètement... il va pas du tout se soucier de ça. Ce sont ces vues-là qui sont exposées à l'agent, et on voit dans ce que tu montres que chaque donnée, justement, est décrite dans une colonne de description. Alors, effectivement, donc ça, on va voir, c'est très important, c'est que la donnée, en fait, une fois qu'elle est disponible, il va falloir que l'agent comprenne à quoi elle correspond. Donc, pour ça, on a effectivement, là, ce qu'on voit, c'est l'interface de virtualisation, mais on a une autre interface, qui est une interface de data cataloging ou de marché de données. Et donc, effectivement, ces vues, elles vont être décrites. Donc là, on voit typiquement une vue qui calcule un score financier, au final, un score de risque. Et donc, on va avoir une description qui va dire les différents niveaux de risque et comment est calculé ce score. Ça permet à l'agent de comprendre les données qui sont à sa disposition. C'est pareil effectivement sur des vues qui sont sur de l'alerting. On va voir qu'on a une description qui est très détaillée en fait, avec 6 niveaux de description différentes. Quelle est la signification métier de la table, quel est son objectif et son usage, quelle est l'origine de la donnée, le domaine et le sens, donc combien de données à l'intérieur, et ensuite l'interprétation métier et les limites et les dépendances de cette table-là. Donc là, c'est pour la table. Si on rentre dans le schéma, on va voir que chacun des champs de cette table est décrit de la même manière.
Donc ça, c'est très, très important pour que l'agent soit pertinent, parce que si on n'a pas ce niveau de description, du coup, l'agent ne va pas donner des réponses pertinentes. Non. Donc ça permet de se rendre compte effectivement de cette couche de virtualisation en fait qu'on a et qui permet d'accéder à une donnée de manière unique aux agents. Et donc maintenant, on va pouvoir se connecter sur les agents en question. Donc ici, on a un agent qui s'appelle Clever Assistant, qui a accès, hop, ici, au serveur MCP, qui lui permet de se connecter sur le Denodo, et on va avoir un certain nombre d'analyses. Donc, je vais pouvoir vous en montrer une, hop. Si j'arrive à cliquer dessus. On peut me connecter, peut-être c'est juste une histoire de... Ah. Donc, en fait, le Clever Assistant se connecte à la fois dans des nodos, donc il peut voir donc, à la fois le catalogue métier et l'ensemble des datas. Donc en fait, finalement, il y a tout un process qui va s'opérer depuis le Clever Assistant. On va lui poser des questions en langage naturel. Ce langage naturel va être envoyé donc à des nodos qui, sur la base du data catalogue, pourra justement transformer cette demande en requête SQL et pourra interroger donc l'ensemble des data sources et remonter l'ensemble des données ensuite au niveau du Clever Assistant. Voilà, donc là, je suis en train de me reconnecter, effectivement. On va aller voir le back-office, j'ai un peu anticipé. Mais du coup, sur ce Clever Assistant-là, on va pouvoir voir une analyse, par exemple, de clients. Hop. Donc, on va lui demander, par exemple, une liste de clients qui ont une vigilance pour le sujet mule sur l'âge. Donc, ils sont dans une tranche d'âge qui est suspecte pour la partie mule. Donc là, dans le jeu de données, on a 682. On peut imaginer que dans une vraie base de données, on va être bien plus haut que ça. Et ensuite, derrière, on va lui demander d'ajouter un filtre sur la profession. Donc, en gros, est-ce qu'il y a des professions qui favorisent la suspicion? Donc, à chaque fois dans cet assistant, on va lui demander à la fois de répondre, mais aussi de donner des éléments de traçabilité sur comment il a fait pour récupérer la réponse. C'est ce dont parlait Francis un peu plus tôt. On va avoir la réponse, mais on va avoir aussi la manière dont il est allé la chercher. Et donc, du coup, on va pouvoir reproduire en gros ce qu'il a fait. C'est très important parce que, du coup, comme disait Yannick, il y a beaucoup d'alertings qui sont potentiellement des faux positifs. Donc, il faut pouvoir vérifier et l'analyste garde toute sa pertinence. On est vraiment sur un agent qui vient compléter l'analyste et qui vient pas le remplacer. Donc là, si on ajoute un filtre pour la profession, on a un seul client. Et donc, ce client, quand on va lui demander de donner toutes les informations, il va remonter toutes les informations, donc de toutes les tables, de toutes les bases qu'il a à sa disposition, donc les 10 sources de données. Et on va voir qu'on a un client qui est chômeur et qui n'a jamais travaillé, ce qui explique pourquoi il y avait une vigilance sur sa profession, qui a 35 ans, donc qui est potentiellement sujet à pouvoir être suspect en termes de mule, qui a un revenu déclaré qui est à 60 000 euros, qui a un patrimoine qui est très haut malgré le fait qu'il soit chômeur. Et du coup, donc là c'est pareil, il donne les éléments de requête. On va avoir 3 IBAN qui sont dans une zone sensible. Donc là, on va pouvoir lui demander pourquoi les IBAN sont-ils signalés en zone sensible. Et on voit qu'ils sont dans le quartier de Rennes, qui est un quartier qui est associé à une catégorie prison avec des libellés particuliers. Et donc, du coup, là, on a une suspicion qui est potentiellement avérée. Donc, on va pouvoir lui demander de faire une analyse de risque sur ce client. Et donc, l'analyse de risque va remonter, en gros, le pourquoi. Donc, une incohérence entre le patrimoine et les revenus. Et du coup, des flux de trésorerie atypiques qui pourraient être associés à des activités malveillantes. Là, on est vraiment sur les conversationnels, quoi. Voilà. En fait, il y a vraiment une interaction entre le chatbot et l'analyste pour creuser selon sa piste, en fait, différents aspects du client. Voilà. On va aller voir comment on a configuré tout ça. À la fin, on peut lui demander de faire des rapports et de sauvegarder des rapports qui vont pouvoir ensuite derrière être réutilisés. Donc là, il explique comment il a fait son rapport. On va aller le voir dans le back-office.
Donc ça, c'est vraiment la partie exposée à l'analyste. Ensuite, derrière, si on ouvre le capot, ici, on a le détail en fait de l'outil et de comment sont organisés les agents. Donc, si je vais ici, on voit qu'on a les trois sous-agents dont j'ai parlé un peu plus tôt, hein, l'agent gestionnaire de sémantique, l'agent analyste et l'agent producteur de contenu. Et on voit que ces agents, ils vont être appelés par l'orchestrateur au fur et à mesure, on va pouvoir le regarder tout à l'heure. Et on va voir aussi que le rapport en question, donc c'est celui-là en l'occurrence, il a été produit et sauvegardé dans le système agentique pour pouvoir resservir à d'autres analyses ou à d'autres agents pour être plus tard et ainsi de suite. Donc on a bien ce système multi-agent qui va fonctionner, et puis on va le voir fonctionner peut-être en live maintenant. Donc je vais prendre une analyse qui est plus sur la partie crypto-monnaie, puis on va lancer de nouvelles exceptions et on va lui demander, hop, de lister les clients qui ont fait au moins une transaction qui a remonté une alerte de type crypto-monnaie. Donc là, on le voit travailler, on voit qu'il va faire effectivement les différentes requêtes. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va passer directement par des nodos pour aller chercher l'information. Et donc là, il va aller chercher l'information qu'on lui demande pour pouvoir remonter les clients. Je vais parler. Donc il dit il n'y a qu'un seul client qui a fait deux transactions. Voilà, toujours pareil, il donne sa requête et voilà le montant global des transactions. On peut lui demander quel est l'ensemble des transactions suspectes de ce client. Et donc là, pareil, donc là, on lui a demandé la première fois de remonter les transactions crypto, donc il en a trouvé deux. Là, maintenant, il va remonter sur le client, il va redescendre ensuite sur l'ensemble de ses transactions, et il voit que donc il remonte effectivement les deux transactions crypto, mais il y a aussi des transactions, en l'occurrence 16, qui précédemment ont remonté des alertes de type smurfing, donc qui sont à 950, donc juste en dessous du seuil de détection. Donc potentiellement, là, il y a un risque potentiellement élevé. Et donc, on va pouvoir faire, on va lui demander, fais une analyse de risque sur ce client. Hop. Et donc, pareil, donc là, on va pouvoir voir ce qu'il fait en direct. Hein, donc, il va récupérer des infos. Et puis, hop, ce qu'on va voir à un certain moment, quand il aura toutes les infos, c'est voilà, là il va faire un invoque agent, il va invoquer l'agent analyste dont on parlait tout à l'heure en lui disant effectue une analyse de risque approfondie pour ce client en lui donnant les infos qu'il a données et du coup c'est l'agent spécialisé qui va faire l'analyse de risque avec ses configurations. Donc on voit que chaque agent en fait va être configuré de manière spécifique. Ça maintenant on commence à être habitué avec les IA et donc typiquement hop on a un prompt spécifique pour chaque agent. Donc là, on a l'agent orchestrateur spécifique. Et puis pour chacun des sous-agents, on va avoir également un prompt qui va lui permettre d'avoir sa spécialité et qui va lui permettre de faire ses analyses. On a aussi des outils particuliers. Donc là, l'agent analyste, lui, va pouvoir écrire sur le système de fichiers. L'agent principal, il va pouvoir écrire sur le système de fichiers, mais il va avoir d'autres outils aussi, notamment la possibilité d'invoquer les sous-agents. On pourrait cascader comme ça autant d'agents qu'on voudrait pour permettre de faire l'analyse. Donc là, voilà, on a l'analyse de risque. Donc, il estime que le risque est très élevé. Il donne les raisons du pourquoi. Pour le coup, on a 15 000 euros de smurfing sur des anciennes alertes qui n'ont pas été avérées au final. On a un risque important. Et du coup, il va faire un certain nombre de recommandations et il va enregistrer ça, si on lui demande de l'enregistrer dans, pareil, le système de fichiers internes. Donc ici, avec l'analyse de risque en particulier et les recommandations. Donc, par exemple, faire un KYC approfondi ou lancer une analyse complémentaire, donc lancer une investigation complète avec un qui s'appelle Sentinel et qui va faire le lien avec ce qu'on va vous montrer sur la suite. Donc, en fait, on vient de voir que finalement,
tout ce que l'on vous a montré n'a pas nécessité de projet data. On a juste utilisé un composant qui s'appelle la virtualisation de données, qui a permis de construire un modèle logique avec une couche sémantique que l'on peut interroger. Voilà, au travers d'un agent, de manière transactionnelle, conversationnelle. Et donc, je vais laisser la main maintenant. Alice, à nouveau. Oui, tout à fait. Et comme l'a présenté Patrice, donc c'est assez bluffant comme solution et c'est, je pense, quelque chose pour lequel on est tous habitués avec les ChatGPT, les Claude, etc., à interagir au quotidien avec ces solutions-là. Nous, côté KPMG, donc on est voilà, aux côtés de nos clients sur ces sujets-là, on a pas mal de questions qui ressortent et qu'on partage avec vous ici. Bon, sur le sujet donné, je pense que Francis, tu l'as longuement abordé. La question, c'est de se dire, concrètement, on a déjà investi beaucoup d'argent sur de tels projets. Aujourd'hui, est-ce que c'est un énième investissement qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que c'est encore un gros chantier data long terme, etc. La réponse, je pense qu'on l'a vu aujourd'hui. Il y a un vrai sujet quand on parle d'investigation augmentée d'IA autour de comment on rationalise la donnée et comment on arrive à trouver une approche pragmatique. Et là, la solution, on l'a vu et ça marche très bien. Beaucoup de nos clients sont très contents de ça. C'est la data virtualisation et comment ne pas transférer la donnée, mais juste y avoir accès, une sorte de streaming de la donnée. L'autre sujet, alors ça c'est très important et c'est souvent les questions que nous posent des compliance officers, les responsables conformité, responsables sécurité financière, c'est OK, très bien, le Clever Assistant il est génial, il fait des choses extraordinaires. Moi, à la tête de la conformité, comment je l'explique à la CPR? Comment je peux me défendre? Comment je peux justifier ce type de solution, expliquer le modèle à la CPR? Donc on voit que sur ce type de projet, il y a un vrai chantier autour de l'explicabilité, autour de l'auditabilité et également le séquencement. On l'a vu avec le Clever Assistant, juste la fonctionnalité de rajouter, de lui demander explique ce que tu fais, ça permet d'avoir des billes, des éléments pour justement tracer, etc. Et je pense qu'on va le voir un peu plus tard, je ne vais pas défleurer la suite, mais on va voir un peu plus tard comment on peut aller plus profondément sur ce type de sujet. On va avoir également un point très important, ça j'en ai les discussions avec surtout des équipes qui traitent des alertes, personnellement sur des missions, certains de mes clients me disent non en fait on veut pas mettre de l'IA là-dessus. Pourquoi? Parce que mes analystes, mes équipes vont perdre leurs expertises, ne seront plus aussi experts. Ils vont prendre pour argent comptant ce que l'IA va leur donner. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que ça crée des freins. Ça crée ça empêche l'adoption. Et là-dessus, toujours, on ne parle pas de remplacer un analyste par l'IA, on parle d'augmenter un analyste par l'IA. Donc là-dessus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai sujet autour d'une organisation à mettre en place et surtout la mise en valeur de l'expertise. C'est-à-dire qu'un expert aujourd'hui AML doit être mis en valeur, cette expertise doit être valorisée et doit être mise au centre de la gouvernance de l'organisation d'équipe. On va voir aussi d'autres questions qui sont beaucoup plus sur la responsabilité, ça c'est très important. Si l'IA se trompe et qui nous induit en erreur, qui est in fine responsable? Ça c'est un vrai sujet, parce que c'est la même chose, ça freine l'adoption. Là-dessus, on va avoir un RACI avec une gouvernance à mettre en place pour ce type de projet. Et enfin, on a parlé tout à l'heure d'industrialisation. Beaucoup de POC aujourd'hui, on voit que clairement dans les établissements, quelque part, on en a marre des POC. Donc, on est sur vraiment des réflexions plus long terme sur comment on peut industrialiser, comment on peut passer à l'échelle. Et pour ça, les dirigeants ont besoin d'informations très concrètes sur ce qu'on veut faire et surtout de mesurer de façon tangible les gains sur ce type de projet. Donc, il y a un vrai sujet aussi autour de comment on pilote le ROI par la valeur notamment. Donc, voilà un peu pour revenir sur un peu les tendances, mais aussi faire le lien avec ce qu'on vient de voir là, côté Clever Assistant. Quels sont parfois les biais, les freins qu'on peut observer au quotidien?
Et peut-être qu'on laisse la parole maintenant, du coup, voir comment on peut répondre à toutes ces questions. Exactement. En fait, l'outil qu'on va vous présenter, donc, en fait, on va reprendre les éléments dont on a parlé précédemment. Donc, on va retrouver, donc, bien sûr, la brique Denodo qui va permettre justement de faciliter l'accès à la donnée. D'accord. On va venir trouver justement la brique Bonitasoft qui va justement, elle, orchestrer l'ensemble des étapes du process d'investigation augmentée, qui va donc, pour chacune des étapes, je ne vais pas tout découvrir, mais auditer, loguer tous les éléments qui sont nécessaires à l'exécution et au résultat de l'étape. On va retrouver à tout moment, donc en fait, à tout moment dans l'outil, en fait, on sera en capacité d'activer ou pas ce Clever Assistant pour aller faire une recherche, pour faire une analyse plus approfondie si nécessaire. Ça, c'est un petit peu donc une partie plus architecture, mais on voit bien qu'en fait, on est en capacité dans la plateforme, enfin, d'avoir une utilisation sûre et efficace. On a vraiment ici, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout est hébergé sur notre infrastructure, et c'est l'infrastructure souveraine. Donc, en fait, on peut installer on-premise Bonitasoft, on peut installer on-premise Denodo sur les infras, et en fait, on peut utiliser, si besoin, donc un LLM Olama, directement sur l'infrastructure. Donc, toutes les données restent en local, ne sortent pas, et donc, en fait, vous maîtrisez tout simplement votre souveraineté. Donc, le processus d'investigation augmentée, donc en fait, on va pas tout détailler, mais on va le voir plus dans la démonstration. Je pense que ça serait plus intéressant. En fait, aujourd'hui, donc on a un signal qui est déclenché. Donc en fait, on va vous simuler l'arrivée d'une alerte tout à l'heure au travers de la démonstration. Ça va lancer donc une investigation. On va cadrer donc, le périmètre d'analyse. On va valider donc ensuite, la troisième étape, on va valider la fiabilité des données. Donc en fait, ça c'est le rôle justement de la virtualisation de données. Ensuite, quatrième étape, donc on va aller orchestrer l'ensemble des analyses, l'ensemble des étapes qui vont être faites dans l'investigation. Dans chacune des étapes, donc on va avoir une interprétation des résultats. À la fin, on va pouvoir consolider justement une position, proposer justement une recommandation, tout en conservant tout ce qui est traçabilité, justification, auditabilité, ce que tu viens de décrire juste avant, donc Yanis. Mais dans tous les cas, la décision restera humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous proposer une recommandation, mais la décision, elle, restera toujours humaine à la fin du process. Donc oui, dans ce que l'on va vous montrer, dans un premier temps, en fait, dans l'analyse, en fait, on va faire une analyse sur de type microvigilance, une analyse individuelle. Et si besoin, on est en capacité à tout moment de dire, oui, je veux élargir en fonction du résultat de cette microvigilance, je vais élargir ma recherche au foyer assez proche. Et ensuite, on pourrait imaginer faire une analyse de réseau pour aller encore plus loin. Voilà. Aujourd'hui, ce que l'on va vous montrer, donc on va vous montrer donc déjà une analyse de type cercle 1, cercle 2. Et en fait, est-ce que tu veux déjà, là, je vais laisser la main donc à Guillaume pour la présentation de Sentinelle. Juste un petit dernier KPI à vous donner, puisqu'une analyse, généralement, un dossier de 45 et 50 minutes, on a pris la moyenne de 47 minutes pour un individu, donc une personne physique. Ce qu'on va vous montrer, donc au travers de ce qu'a fait Guillaume et de Sentinelle, vous verrez les temps de performance vont considérablement se réduire. Voilà. Je vous laisse entre les mains de Guillaume. Merci Francis. Alors, effectivement, moi je vais vous faire juste un petit, quelques petits mots en préambule sur ce que je vais vous montrer, puis on va passer très rapidement à la partie démonstration, puisque beaucoup de choses qui sont indiquées ici, ont déjà été présentées, évoquées par Yanis, par Patrice ou Francis. Donc en tout cas, ce que va rapporter aujourd'hui le fait d'avoir un outil BPM qui est Bonita, c'est d'avoir quelque chose qui va orchestrer, qui va rendre
tout ce qui va se passer déterministe. Donc, c'est pas seulement interroger une IA, mais c'est un enchaînement d'étapes. Donc, on sait exactement ce qui va se passer. Tout est visualisable, tout est auditable. Je sais que je vais passer par telle étape, je sais dans quel contexte je vais prendre tel chemin, je vais déclencher le cercle 2, je vais déclencher potentiellement le cercle 3. Tout ça est structuré. Donc, vous maîtrisez parfaitement ce qui va se passer. Donc, c'est tout ce qui est noté dans le parcours d'investigation, justement. Sur la partie gouvernancia, donc, ce qu'évoquait Yanis, donc tout est traçable. Toutes les parties sont traçables. Donc, tout ce qui a été fait, vous avez une vue dessus. On le verra au travers de ce qu'on appelle la piste d'audit. Tout ce qui est prompt, les prompts sont versionnés, ils ne sont pas modifiables. Donc, vous pouvez créer des nouvelles versions. Donc, c'est là, en ce sens-là que vous pouvez les modifier, mais on est capable de savoir à tel moment, j'ai utilisé tel prompt avait exactement cette structure-là, utilisé tel modèle LLM. Donc, ça peut être des modèles externes, ça peut être des modèles internes, on le verra. Et surtout, comme ça a été dit, c'est que l'IA va uniquement faire des propositions, des recommandations. En aucun cas, il ne prendra une décision. Donc, il va donner tous les éléments, en tout cas à l'analyste, pour qu'il soit en mesure de prendre la bonne décision, et il sera maître de celle-ci. Donc, on verra que tout est expliqué, le scoring, etc. L'auditabilité, donc j'en ai déjà parlé, sachant qu'on va fournir au final un rapport d'investigation que je vous montrerai. Et surtout, un élément important, c'est en termes de protection des données, puisqu'on est dans un domaine sensible. Donc là, moi, pour l'instant, j'utilise, en tout cas dans le cadre de cette démonstration, j'utilise OpenAI, juste parce que j'avais une clé API pour ça. Donc c'est pour ça que je me suis permis de l'utiliser. Comme c'est externe, toutes les données sensibles personnelles sont anonymisées. Donc, ce qu'on pourra voir dans la piste d'audit, c'est nom, prénom, date de naissance, et j'ai plus les autres en tête, mais on verra qu'ils sont notés anonymisés, donc ils ne sont pas envoyés au LLM. Donc, on les récupère forcément de Denodo, parce que Denodo, lui, ne va pas les anonymiser, mais nous, on va les envoyer anonymisés. Et par contre, on ne duplique pas les données. Donc, les seules données, en fait, qui sont, on va dire, répliquées, si je peux utiliser ce terme-là, c'est les données qui vont nous servir à faire le prompt, puisqu'on va les stocker, on va savoir qu'est-ce qui a été envoyé, donc on verra ces données dans ce cadre-là. Par contre, les données ne sont pas dupliquées dans des tables spécifiques. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la présentation. Donc, je vais passer à la partie démo. Alors, pour cela, moi, je vais certainement avoir le même sujet que Patrice. Non, c'est bon, je suis bien authentifié. Ok, on est bon. Donc, effectivement, ici, ce que vous voyez, donc, c'est l'application qu'on a appelée Sentinel. Alors, petite alerte, ce que vous voyez ici, c'est une vue non cloisonnée, donc j'ai un super profil, si je peux l'exprimer ainsi, qui permet de tout voir. Sur l'application demain, vous aurez bien entendu une gestion par profil, ou avec une vue pour les analystes, une vue pour les superviseurs, une vue pour un responsable conformité, une vue d'administration. Dans le cadre de la démo, plutôt que de changer de profil toutes les 5 minutes, c'était plus pertinent d'utiliser ce profil de super ami. Donc, quand vous rentrez dans Sentinel, la première chose, c'est que vous avez une vue globale sur les investigations. Donc, on voit en l'occurrence les investigations en cours. Donc, on voit qu'il y a une investigation active. Donc, la SLA est dépassée, parce que j'ai dû la lancer hier matin. On a des investigations clôturées. Et donc, celle qui est en attente d'analyse, c'est celle qui est dépassée. On va avoir la possibilité de lancer de nouvelles investigations. Donc, sur cette partie-là, c'est pareil, c'est vraiment pour le mode démo. L'idée, bien entendu, c'est que ce soit des alertes qui remontent. Donc, on va en simuler une juste après pour lancer un cas. Et ce qu'avait un petit peu spoilé Francis il y a quelques instants. Donc, c'est sur toute la partie investigation. Donc, vous avez ici un petit dashboard qui vous montre les gains de productivité de l'IA. Donc, on retrouve ce délai de 47 minutes estimé qui est passé à 5 minutes ici. Donc, on est 90% plus rapide. Ici, on ne parle que du temps d'investigation. On ne parle pas du temps que va mettre après l'analyste à traiter la demande. Donc, l'investigation, elle peut durer 5 minutes. Par contre, si l'analyste il intervient 2 heures après, bien entendu, c'est pas
c'est pas pris en compte ici. C'est vraiment le temps d'analyse, donc le temps où je vais consulter toutes mes données à droite, à gauche, dans mes bases de données, dans mes tableurs, etc. Donc c'est ce temps-là qui est comparé. Et enfin, on donne une statistique sur les recommandations LLM suivies. Donc le LLM va vous proposer une recommandation, vous allez la suivre ou non. Moi, je les ai suivis. Malheureusement, je suis pas analyste, donc je suis pas en mesure de challenger ce qu'a déterminé l'IA. Donc j'ai accepté que c'était juste. Par contre, si je viens à changer la décision, à mettre un niveau plus élevé ou un niveau plus faible que ce qui m'a préconisé, on le verra ici. Donc, je vais lancer une nouvelle investigation. Alors, pour ça, je vais avoir besoin de mon petit pense-bête pour ne pas me tromper. Là, en fait, tu simules l'arrivée d'une alerte. Exactement. Donc, en fait, l'alerte peut arriver sous une forme de message, Kafka. On peut imaginer dans son système. Donc, en fait, l'outil Sentinel, comme le Clever Assistant, s'appuie de toute manière sur les mêmes composants. Donc, à savoir, donc, il va aller interroger des nodos pour aller requêter l'ensemble des données. Et la notion que disait le KPI de 5 minutes que donnait tout à l'heure Guillaume, je pense que ça s'appelle même sur une analyse de type cercle 1 ou cercle 2. Enfin, on sera dans des temps assez similaires. C'est-à-dire que l'on fasse l'analyse de niveau 1, donc une macro-vigilance pour une personne, ou pour l'ensemble du foyer, on sera de toute manière, on aura un gain assez important par rapport aux 47 minutes que l'on peut voir d'habitude pour un dossier. Là, quand on parle de 47 minutes, c'est pour une personne. Là, si je le fais pour le foyer, donc 4 personnes, j'aurai 4 fois éventuellement 45, 47 minutes. J'ai juste besoin de ton aide sur Mac. Ouais, je t'en prie. pour le underscore. Underscore. Merci. J'avais anticipé des choses, mais pas celle-là. T'as mis en place une IA, mais l'underscore. J'ai jamais utilisé un Mac, alors je me suis retrouvé un peu bête. Alors, juste pour la description, comme j'ai pas de copier-coller, je vais la faire. Je vais faire juste quelque chose de très simple. On perd du temps là dessus et je vais lancer mon investigation. Donc là, l'alerte a été créée. Donc voilà, exactement. L'alerte a été créée. Donc mon investigation apparaît ici dans les investigations prioritaires. Donc je vais pouvoir aller cliquer dessus. Donc je vais voir que mon analyse est en cours. Donc j'ai une SLA par défaut à 48 heures. Elle est réduite à 24 heures dans les cas d'alerte AML, pardon. Donc là, ça va tourner un petit peu. Voilà. Et on va voir que progressivement, en fait, vont se renseigner les différentes étapes. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc, une première chose, donc, on va voir un niveau de risque qui va être authentifié. On va avoir un statut atypique. Et on va avoir un score, donc un pourcentage, qui est le score de confiance de l'IA sur la donnée. Okay, donc je vais dérouler un petit peu, donc je vais dérouler ici. C'est automatique, en train d'être renseigné. Oui, voilà, là effectivement, c'est tout le processus Bonita. C'est toute la structure que vous voyez, ce sont l'ensemble des étapes, donc les cercles 2, cercle 3, on verra qu'ils peuvent être ou non activés. Et là, c'est tout ce qui a été récupéré. Donc, on va avoir les indicateurs, donc tout ce qui était remonté. Donc là, effectivement, donc on voit le nom, prénom n'apparaissent pas parce que c'est anonymisé. Donc on reçoit tous les éléments avec une petite description. Donc en gros, tout ce que l'analyste hier devait aller récupérer. Et en dessous, on va avoir toute une partie, notamment avec des indications sur qu'est-ce qui a été fait par l'IA, qu'est-ce qui a été
générées automatiquement par l'IA, donc ce ne sont pas des données récupérées. Donc, on voit ici que j'ai utilisé le modèle GPT-5.4, donc il va me faire une lecture des faits. On va avoir des constats d'analyse, donc on va avoir les cohérences, les incohérences, tout ce qui concerne les ruptures, une hypothèse AML et une conclusion. Et puis en ça, l'IA va me donner un score de confiance. Alors, il me semble que sur ce dossier-là, à un moment, j'ai mis un score de confiance qui doit être à 0, tout simplement parce qu'il n'y a aucune donnée. Donc, il va mettre un score à 0 parce qu'il n'est pas capable de produire quoi que ce soit. J'ai pas de données, donc je mets 0. Vous avez le choix du LLM? C'est un LLM imposé Non. On va le voir juste après, je vous montrerai. Donc, tout ça, c'est configurable. C'est configurable étape par étape. Je pourrais dire, l'étape 1, elle est générée avec ChatGPT modèle 5.4. L'étape 2 avec ChatGPT modèle 5.3, je sais pas. Et je pourrais utiliser l'étape 3, je pourrais lui dire, ça, tu vas utiliser Anthropic, version interne. Voilà. Tout est paramétrable et on a aussi des modèles, on a la possibilité de se connecter, on le verra, des modèles avec Olama, des modèles internes. Donc en fait, là, au niveau du process, si tu remontes, on voit que l'ensemble des étapes sont en cours d'exécution. Oui. Voilà. Donc là, il est arrivé. Donc voilà, comme je le disais, donc là, ça n'apparaît pas sur la version de démo, mais quand vous n'avez rien, vous aurez une petite alerte pour vous indiquer qu'il n'y a pas de données. Donc là, si je vais sur cette alerte, comme je le disais juste avant, là, on a analysé le client, ses comptes, ses alertes, ses transactions. Voilà, on voit que rien n'est disponible. Ici, donc, j'ai un score de confiance à 0 et il m'explique pourquoi aucune donnée transactionnelle n'a été reçue pour cette étape. Donc, je ne peux pas être en confiance puisque je ne sais pas du tout ce que ça contient. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, compte tenu du profil du client, on est passé en cercle 2. Là, on analyse le foyer, c'est ça? Exactement. Effectivement, on analyse le foyer, donc on récupère le père, le fils. Alors, il me semble, et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas encore en place sur cet environnement de démo, c'est qu'on voit le nombre de tiers réels qu'il va faire. Donc, il me semble qu'il y en a 3. Donc là, on va se mettre en attente de la fin des investigations. Donc, on voit qu'il commence à me rapatrier aussi un score moyen sur les tiers, qui va me permettre derrière de calculer le score de micro-vigilance. En parallèle, ce que je peux déjà vous montrer, donc c'est qu'on a accès ici à une piste d'audit. Donc sur chacune des étapes, on va retrouver 3 choses. Donc le système prompt, enfin le prompt qui a été exécuté, la requête et la réponse du LLM. Et donc tout ça, on l'a au format visuel. On a la possibilité d'en faire un export JSON. Admettons, vous voulez alimenter vous avez un modèle interne, vous voulez l'alimenter, le compléter avec des données qui proviennent de cette piste d'audit, c'est possible. Et la possibilité de le faire, je veux dire, en PDF. Donc finalement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Agnès, pour la réduction des faux positifs, finalement, tous les éléments que l'on peut avoir dans l'investigation entre l'alerte et la décision, comme tu le dis Guillaume, on peut les exporter pour les faire réinjecter dans un modèle justement de détection de faux positifs, pour l'enrichir et l'entraîner avec l'ensemble justement. Enfin, là, on a vraiment l'ensemble des éléments, que ce soit le prompt, les données, la recommandation, pour que justement le modèle de détection de faux positifs puisse avoir vraiment exactement les éléments complets pour comprendre justement. Exactement. Et ce que je vous ai pas montré, donc il y avait un petit bouton particulier qui s'affichait. Alors juste avant, je vais juste finir sur la piste d'audit quand même. Donc sur la piste d'audit, vous voyez systématiquement le temps de traitement, le modèle utilisé et la température. En plus des infos ici, et bien évidemment, c'est indiqué que ça a été traité par un système IA. Là, dans chaque étape, si tu peux déplier, on peut voir le prompt système, la requête et la réponse, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. Bon, je vais montrer effectivement le prompt système, la requête. Générer donc l'équivalent du prompt en fait. Et la réponse.
La réponse, ouais, d'accord. La réponse brute du LLM. On a que la traçabilité, en fait. Exactement. Et tout ça, on l'aura sous différents formats, donc JSON, PDF ou directement à l'écran. Donc effectivement, il n'a pas encore tout à fait fini. Il est passé au 3. Ouais, il est passé il est en train de finir. Sur le troisième tiers. Donc sur le tiers, c'est pareil. Sur chacun des tiers, on va également avoir le détail des différents scores de manière un petit peu plus succincte, par contre. Et donc ce que j'évoquais aussi, donc pour complémenter ce que tu disais, Francis, et en même temps le score de vigilance apparaît, il est en train de générer la synthèse, c'est que je vais pouvoir également sur chacune des étapes faire un retour, moi en tant qu'analyste, pour dire qu'est-ce qui n'a pas été dans cette étape d'analyse par l'IA. Par exemple sur c'est pas sur l'environnement, c'est pas sur l'environnement de démo, c'est sur l'autre environnement, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que vous aurez en plus. C'est que vous aurez un petit bouton qui vous permet de dire, le score, il est trop élevé, ou il manque telle donnée. Et tout ça, ça va permettre d'alimenter pour l'administrateur un mécanisme lui permettant d'améliorer ses prompts. Donc, dès qu'on aura 3, 4, 5, 10 données, 10 retours, on va pouvoir dire, il y a tant de pourcentages qui ont un score trop élevé ou qui ont un score trop faible ou il manque telle donnée et proposer une amélioration du prompt existant. De la même manière, l'administrateur va pouvoir l'accepter ou non, va pouvoir la remodifier pour la mettre comme il le souhaite, mais en tout cas, il aura tous les éléments de décision. Et le tout versionné, comme tu montreras tout à l'heure. Et tout est effectivement versionné, comme je le montrerai après. Et le dernier point, c'est qu'on a la possibilité ici d'interagir avec le Clever Assistant. Donc là, je vais le faire sur le dossier global, mais je suis capable de le faire sur chacune des étapes en cliquant sur ce petit bouton, de dire donne-moi va plus loin dans l'analyse de cette étape, de l'étape 3. Donc là, je vais faire plutôt quelque chose d'assez simple. Je vais dire, je suis sur le dossier là. Hop. Ça veut dire que quand tu es sur une étape, il va reprendre le contexte de l'étape. Ouais, exactement. Donc là, on voit il me montre le dossier, le P00 19-18, l'étape finale. Donc c'est que je suis sur le dossier complet et je vais lui demander quelles sont les lectures. Donc ce qu'on ne verra pas aussi ici, mais je vais vous demander de me croire sur parole parce que je suis pas sur mon poste, c'est que dès qu'une investigation est terminée, donc je vais recevoir moi une notification, alors parce qu'on utilise Slack, donc c'est une notification Slack, mais ça pourrait être Teams, pour me dire l'investigation est terminée, voilà le score détecté, etc. Si tu veux accéder au dossier, clique sur le lien et ça va ouvrir directement Sentinel sur le bon dossier. On pourrait très bien envoyer cette information dans l'outil AML en disant que l'alerte était traitée et accéder directement. Donc voilà, donc là on retrouve les conclusions. Alors on ne voit pas forcément les liens, mais voilà, c'est pour montrer qu'on est capable d'interagir avec le Clever Assistant à ce moment-là. Et enfin, donc on retrouve ici tout notre score avec le détail sur les différents critères, la cohérence, l'historique des alertes, etc. Et tout en bas, la recommandation du LLM. Et donc on voit bien, c'est réindiqué que c'est généré par IA. Donc on a un scénario AML et on a l'ensemble des signaux majeurs et enfin la recommandation qui est de la surveillance renforcée. Et je vais pouvoir passer ici à l'étape de validation. Donc sur l'étape de validation, donc c'est pareil, je vais retrouver de nouveau les signaux majeurs. Je vais retrouver ici la décision du LLM, en tout cas sa recommandation qui sera positionnée par défaut. Et du coup, je vais pouvoir, si je le souhaite, changer. Dès lors que je vais changer, je vais devoir indiquer pourquoi je change, indiquer un motif de l'écart. Donc, pareil, dans la future version, donc c'est un petit peu plus complexe ça, où on a justement des choses déjà qui sont un petit peu plus structurées. Donc, pareil, avec c'est le scoring qui n'est pas, tel scoring n'est pas bon, le scoring n'est pas assez élevé, trop élevé. Voilà, en tout cas, je vais donner systématiquement un motif qui va nous permettre de la même manière d'améliorer continuellement le système avec les prompts, avec les données, etc. Et donc là, je vais accepter la recommandation du LLM.
J'ai la possibilité de faire de l'escalade au superviseur. Donc, à terme, la philosophie, elle sera peut-être un tout petit peu différente, c'est de proposer ça aussi de manière automatique par scoring. C'est-à-dire que sur un score très élevé, on va forcer en fait l'escalade au superviseur. Par exemple, sur un score qui sera supérieur ou égal à 14 sur 18, on va forcer ce passage par le superviseur parce qu'on est sur des dossiers critiques. Mais en tout cas, je peux aussi, moi, en tant qu'analyste, décider, dans ce cas-là, je suis peut-être pas forcément certain de ma note, de mon évaluation, et je demande l'avis du superviseur. Voilà, je vais enregistrer ma décision. Donc, je vais retrouver ici. Donc, Vas-y, Francis. j'allais dire, donc là, on voit qu'on a mis 7 minutes pour analyser donc 4 personnes au lieu de. Donc on reste 4% plus rapide par rapport aux 47 minutes. C'est ça. On le voit d'ailleurs dans le dashboard, c'est que la notion de 47 minutes, elle va aussi un petit peu elle va être un petit peu noyée. Donc là, c'est pas encore le cas ici, mais sur la version, sur la nouvelle version, c'est le cas où le score de 47 minutes va être rationalisé par rapport au nombre moyen de dossiers qu'on traite. Puisque un dossier peut donner lieu à 4 dossiers. Donc là, en l'occurrence, on en fait 4, donc c'est plus 47 minutes, mais c'est quelque chose beaucoup plus. C'est 4 fois 47 minutes. Vous m'excuserez pour l'aspect mathématique. Donc là, effectivement, le score moyen en plus de 6 minutes est pas tout à fait juste, parce que 6 minutes, on a traité, dans 7 minutes, on a traité 4 dossiers, on n'en a pas traité un, en fait. Donc on va être plutôt en général dans ce que j'ai pu avoir entre 2 minutes et 3 minutes pour un dossier. Et du coup, si je reviens sur mon dossier ici, donc j'ai la possibilité de générer un rapport. Alors, qui est en ancienne, alors qui est pas bien formaté, qui est en ancienne version, je suis désolé. Bon, en tout cas, je vais retrouver l'intégralité des données. Je ne vais pas vous les passer, mais on va retrouver exactement la même chose que ce qu'on avait dans l'écran. Et la même chose pour la piste d'audit. Donc la piste d'audit, on a la possibilité de générer un PDF. Il va s'autoriser, je pense. Hop. C'est parce que j'ai cliqué plusieurs fois. Voilà, ça, c'est le format que prend aussi le rapport d'investigation. Donc, on va retrouver l'intégralité des données. Je vais retrouver ici, si je vais un petit peu plus bas, hop. De la même manière que ce qu'on avait dans l'interface, on va retrouver l'ensemble des requêtes, des prompts, etc. Je vois la version du prompt qui est utilisée, le modèle, tout ça, c'est repris et c'est gérable, enfin, c'est visualisable dans un format PDF que vous pouvez garder. Donc, finalement, tout est industrialisé, quoi. À la fois le process, la génération de la pièce d'audit, on est capable de revenir de revoir les décisions, le pourquoi. Et là, tu vas nous montrer peut-être. Ouais, alors juste un dernier point. Alors là, j'ai pas encore le cas, mais on a aussi une vue historique client. Donc je vais retrouver l'ensemble des investigations sur le client, voir l'évolution, etc. Avec deux possibilités. Donc c'est de comparer deux analyses. Donc ça va être ici une analyse textuelle. Donc il va vérifier par rapport à ce qui a été fait par l'IA. Il va faire une espèce de matching avec un pourcentage défini. C'est dès que le texte se ressemble, il va déterminer si c'est la même chose ou non, ou de faire une analyse un petit peu plus avancée par l'IA. Et là, on va envoyer en fait l'ensemble des données nécessaires au Clever Assistant, et le Clever Assistant va faire une analyse de ces dossiers, de l'évolution, et nous faire un rapport. Et pour répondre du coup aux questions de tout à l'heure, donc on arrive sur la partie configuration des LLM.
Donc, sur la configuration des LLM, donc plusieurs choses. Donc, comme vous le voyez, on a plusieurs providers de définis. Donc, ici, moi, celui que j'ai rendu actif, c'est OpenAI. Donc, où je vais pouvoir définir une liste de modèles autorisés, enfin une liste de modèles que je souhaite utiliser pour tel ou tel provider. Et je vais avoir une notion d'historique. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas fait grand-chose, je l'ai créé et je l'ai activé. Mais dès lors que je vais changer, je vais rajouter un modèle, je vais enlever un modèle, tout ça va être tracé ici dans l'historique, sera visualisable, sera consultable. Et enfin, la partie prompt. Donc, la partie prompt, vous allez retrouver l'ensemble des étapes dans la liste de sélection. Donc, je retrouve mes 8 étapes. Et je vais pouvoir visualiser le prompt ici de l'étape 1. Donc, je vais retrouver le provider, le modèle, la température, le nombre maximum de tokens. Je vais avoir accès je vais pouvoir voir les vues des nodos utilisés et voir ici à quoi elles correspondent. Donc, je vais retrouver la description telle qu'elle est présente dans des nodos et retrouver donc le système prompt, enfin, voilà, toute la partie prompting derrière. Et sachant que tout ça n'est pas modifiable, dès que je vais vouloir apporter la moindre modification dessus, donc je vais pouvoir soit le dupliquer pour partir de cette version, soit en faire une nouvelle. Là, je vais la dupliquer. Je vais pouvoir rajouter des vues. Donc dès lors, si je veux rajouter des vues, en fait, on va se connecter à des nodos, on va récupérer l'intégralité des vues des nodos qui sont disponibles. Donc j'ai la possibilité d'en rajouter, d'en supprimer. Et de venir modifier mon prompt. Bon, là, je vais juste faire quelque chose d'assez bateau. Je vais changer la température. Et dès lors que je fais des changements, je suis obligé de mettre une description. Augmentation, température. Et l'enregistrer comme nouvelle version. Donc, par défaut, elle arrive comme inactive. Donc, j'ai la possibilité de l'activer pour qu'elle prenne la place de l'ancienne. Cette version-là, elle est conservée. Je peux la réactiver aussi à tout moment, redésactiver celle-là. En tout cas, une version qui a été créée, elle n'est plus modifiable. On ne peut plus la changer, ce qui garantit que la même requête que je vais lancer X fois avec le même prompt va me donner le même résultat. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on a travaillé pour justement que l'IA, elle n'invente pas un score ou elle n'interprète pas, en tout cas sur la partie scoring, qu'elle ne fasse pas de suggestion, que ce soit très déterministe. C'est-à-dire que si je vais lancer 10 fois la même analyse sur le 19-18, je vais avoir 10 fois mon score alors je crois que c'est 8 de mémoire. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé justement pour éviter ces problématiques. Et je crois qu'on a suivi de l'IA. Oui, suivi de l'IA, effectivement. Merci Stéphane qu'on n'a pas vu. Donc vous avez également une vue sur l'activité en termes d'IA, donc les tokens utilisés, la répartition par modèle, avec le taux, avec aussi le taux de recommandation, de recommandation suivie. Donc ici, j'ai que GPT-5.4, donc ça va pas être très parlant, mais on pourrait imaginer, ici, si vous avez plusieurs modèles, on va retrouver de l'Anthropic, on va retrouver du Gemini, etc. Donc vous verrez la répartition des tokens par modèle. De la même manière, ici, un petit peu plus détaillé par jour, et surtout ce qui est intéressant, c'est l'efficience par modèle. Donc l'efficience, elle va être déterminée par le nombre de recommandations que vous aurez suivies. Donc là, j'ai suivi tout à 100% et sur le même modèle, sur le même prompt. Donc c'est pas forcément hyper parlant, mais demain en production, vous aurez avec la version 1.1 de mon prompt, finalement je suis plus à 100%, mais je suis descendu à 80 parce que justement je l'ai monté en température et qu'il est beaucoup moins déterministe qu'avant, et les scores ils vont varier. Donc à ce moment-là, je vais peut-être avoir ce score-là qui change. Et vous avez au final une évaluation des coûts. Donc là, j'ai 4 analyses, ça représente de moins de 40 centimes.
Voilà, donc tout ça, vous avez un suivi, et comme vous le voyez ici, c'est en plus un suivi par modèle. Enfin, par provider et par modèle. Et cette fois-ci, je pense que je suis complet. Merci Guillaume. Est-ce que vous avez des questions sur le site ou en ligne par rapport à tout ce que vous a été montré jusqu'à présent? Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Non, je vois. Moi, je suis dessus, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Très bien. Donc en fait, la nouvelle version sera bientôt disponible. On pourra peut-être la montrer au Vivatech. Je ne sais pas si tu veux, avec le cas qu'on pourra. Oh, bien. Merci à tous pour cette belle présentation. Si donc nous n'avons pas de questions en ligne, est-ce que vous voulez est-ce qu'on peut clôturer la session? Oui. Il n'y a pas de ouais. Très bien. Merci à tous Merci à toi. et à très bientôt. Merci. Au revoir.